merci à tous d'être présents pour ce webinaire dédié du coup aujourd'hui au feedback dans Moodle. Alors, juste avant de faire les présentations, faire un tour de table, quelques petites informations pratiques sur le déroulé de ce webinaire. Alors, dans le fonctionnement, vous pouvez nous entendre, vous pouvez nous voir. Par contre, vous ne pouvez pas utiliser votre micro pour échanger directement avec nous. Alors, n'hésitez pas à utiliser le chat ou je crois qu'il y a une fonctionnalité questions-réponses sur Zoom. Pour poser vos questions, on y répondra en fin de session. Voilà, donc on ne répondra pas au fil de l'eau, mais plutôt en fin de session. On gardera un petit quart d'heure pour répondre à toutes vos questions s'il y en a. Ça, c'était le premier point. Le second point, c'est que ce webinaire est enregistré. Il sera normalement rediffusé sur notre chaîne YouTube courant de semaine prochaine. Je crois que c'est ça, hein. Une fois qu'on aura traité un peu et coupé certains éléments. Alors, je vais passer directement la parole à Laurent pour qu'il se présente et après je me présenterai. Merci Benoît. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire. Donc je me présente, je suis Laurent Brocker, je suis ingénieur en e-pédagogie et Digital Learning Manager à l'assistance publique Hôpitaux de Paris, donc principalement sur des sujets sanitaires. Je suis passionné par le feedback depuis de nombreuses années et puis j'espère qu'au cours de ce webinaire, je vais vous transmettre ma passion. Voilà, Benoît, je te laisse te présenter. Très bien. Donc moi, me concernant, je suis consultant e-learning au sein de la société Innovation, société que je vais présenter juste après, qui est partenaire premium Moodle. Et nous sommes accompagnés également d'Audrey Colmer. Bonjour, bonjour à tous. Responsable marketing et je vais vous accompagner durant ce webinaire et collecter vos questions auxquelles on répondra en fin de session. Alors, juste avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet des webinaires, de ce webinaire, je vais vous parler juste rapidement, hein. C'est des services que propose la structure qui présente ce webinaire. Donc, Innovation, on est une structure qui a été créée dans les courants années 2000. On est spécialisé dans l'e-learning depuis ces années-là. En gros, on couvre un spectre assez large de ce qui tourne et gravite autour de Moodle et plus généralement de l'e-learning. Ça commence par le conseil et l'audit sur le choix stratégique de la plateforme à utiliser quand on décide de partir sur l'e-learning. On fait bien évidemment de la formation, deux types de formation pour les utilisateurs, administrateurs ou créateurs de cours dans Moodle. Le gros de notre métier, et c'est un peu notre spécificité, on est plutôt en fait axé sur du développement, c'est-à-dire les interfaces qui peuvent exister entre les outils qu'on propose et vos propres outils, hein, interfaces que ce soit pour les utilisateurs ou pour la migration des contenus pédagogiques que vous pouvez concevoir à l'extérieur de la plateforme. On fait également de l'hébergement, des solutions qu'on propose, bien évidemment, différents types d'hébergement sur différents pays. On a également un studio de création qui nous permet d'être force de proposition sur la conception de contenu, soit basé sur la solution Moodle ou d'autres solutions, soit en utilisant des solutions plutôt auteurs de type Storyline, Captivate, etc. On a également un volet support et accompagnement pour tous les clients, support technique ou fonctionnel sur les solutions qu'on propose. Alors, je l'ai dit, on est Moodle partenaire premium. Il y en a deux en France, Innovation et Dunao. On est certifié ISO 27001, donc on a la garantie, en fait, vous avez la garantie derrière de toute une bonne gestion des données personnalisées, des données personnelles, excusez-moi. Et on est également Microsoft Partner, donc on est à l'origine d'un certain nombre de plugins qui se greffent en fait à Moodle et qui permettent d'interfacer Microsoft, les outils Microsoft avec Moodle. Voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter directement le feedback. Je vais laisser la main à Laurent pour vous fournir les informations concernant le plan de ce webinaire. Merci Benoît. Alors au menu du jour, qu'est-ce que nous avons? Nous verrons tout d'abord ce qu'est le feedback en formation, sa définition, son importance, ses fonctions. Nous verrons ensuite comment analyser le feedback, et notamment avec le modèle de Christelle Bosc-Minet. Puis nous aborderons le feedback et ses effets sur la mémorisation des apprenants. Enfin, Benoît vous montrera comment utiliser les feedbacks de Moodle avec des cas plus pratiques de paramétrage et j'espère que ça vous sera utile. Voilà. Mais avant de débuter, nous vous proposons de répondre à un petit sondage et on aimerait savoir si vous utilisez les feedbacks dans vos apprentissages. Donc, logiquement, vous avez la possibilité de voter, de répondre. Alors, on va laisser 30 secondes histoire que chacun réponde. Ouh, ça va très vite, c'est très bien.
Alors, vous ne le voyez pas, mais pas mal de gens répondent. Je crois qu'on arrive au bout. Voilà, bon, pour ceux qui n'ont pas répondu, c'est pas très grave. On a déjà un panel de réponses qui peut être intéressant d'analyser. Je te laisse faire l'analyse, Laurent. Si tu as les informations qui s'affichent? Alors, non, je ne vois pas les résultats, par contre. D'accord. On est alors à peu près à 75% de oui et à 25% de non. Eh ben, je suis Donc, ravi. Voilà. Je suis vraiment ravi. Alors, il faut savoir que le feedback, et j'espère que vous montrez que c'est vraiment important, il faut savoir que certains enseignements dans leurs apprentissages, certains enseignants ne font plus de cours transmissifs, hein. Ils utilisent uniquement le feedback et ils se servent en fait des feedbacks pour apporter les contenus des cours. Alors pour ceux qui ont répondu oui, ben on espère que ce webinaire vous permettra de découvrir et d'approfondir certaines notions et puis aller plus loin peut-être dans les paramétrages dans Moodle. Et puis ben, pour la petite proportion de ceux qui n'utilisent pas le feedback, eh ben, on espère vous montrer l'importance et puis que vous l'utilisez dans vos prochains parcours pédagogiques. Alors, le feedback, si on tente une définition générale du feedback, en fait, c'est une définition très générale de la communication, hein, avec le modèle de Shannon et Weaver, qui date de 1949 quand même, donc ça, c'est pas d'aujourd'hui. Eh ben, il s'agit d'une communication dans laquelle un émetteur transmet un message à un destinataire et celui-ci va fournir en retour un feedback afin de signaler que le message a bien été reçu. Donc, le feedback permet à l'émetteur de savoir si son message a été compris et s'il a pu atteindre son objectif. Mais si l'on s'intéresse à la pédagogie, et c'est notre cas aujourd'hui, on va plutôt retenir la définition de Budhan-Molloy, qui donne une définition quand même plus précise, où là, on se rend compte qu'il s'agit en fait d'un processus dans lequel l'apprenant obtient des informations sur son travail afin de générer des travaux de meilleure qualité. Donc, c'est un réel processus et pas uniquement une information reçue. Ça, c'est quelque chose à avoir à l'esprit. Et on se rend bien compte que finalement, dans ce cas, l'apprenant n'est alors pas passif, son rôle est mis en avant et il devient vraiment actif dans sa formation. Alors, ceux qui ont le plus parlé de l'importance des feedbacks en formation, eh bien, ce sont Hattie et Tim Perley qui ont fait une méta-analyse qui s'appelle The Power of the Feedback, qui est disponible, hein. D'ailleurs, on pourra éventuellement vous donner les références. Cette méta-analyse, cette étude est parue en 2007 et elle montre l'importance du feedback par rapport à d'autres facteurs sur l'apprentissage des apprenants. Alors là, sur la droite, vous pouvez par exemple voir que le feedback en formation est supérieur en termes d'effet, quelle que soit l'agilité cognitive préalable des élèves. De même, il a par exemple plus d'impact que la conception pédagogique ou encore même le tutorat par les pairs. Donc, Hattie a clairement indiqué que le feedback consiste à dire aux élèves ce qu'ils ont bien fait, donc c'est un renforcement positif, et ce qu'ils doivent faire pour s'améliorer, travail correctif, détermination d'objectifs, etc. Mais cela inclut également la clarification des objectifs. Ça signifie par exemple que si vous donnez aux étudiants des critères d'évaluation, ça sera inclus dans les rétroactions. Alors ça peut sembler étrange, hein, mais une rétroaction de haute qualité est toujours donnée par rapport à des critères explicites et ceux-ci sont donc inclus dans les expériences de rétroaction. Évidemment, là, tous les critères, tous les éléments que vous voyez qui sont décrits par Hattie ont la capacité d'augmenter la réussite des apprenants. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, pour enfoncer le clou, je vous livre cette citation de Valérie Schutt. Le retour d'information est l'une des influences les plus puissantes sur l'apprentissage et la réussite, à condition qu'il soit bien fait. Alors, on va essayer de vous montrer un petit peu au cours du webinaire là, comment faire un bon feedback. Et c'est intéressant car là aussi, on s'aperçoit que Hattie, et ça on va démonter tout de suite un préjugé, une idée conçue, hein. Hattie, lui, dit que les commentaires sur le soi, un commentaire tel que bien joué, vous êtes bon, et ben finalement, ces feedbacks ne sont pas utiles. Et donc, la rétroaction, elle doit être informative plutôt qu'évaluative. Donc ça, c'est peut-être
un premier élément à retenir. Alors, si on s'intéresse aux fonctions du feedback, eh bien, on peut maintenant voir, tout d'abord, constater qu'il y a deux grands groupes de fonctions principales. Une fonction affective et motivationnelle, tout d'abord. Hein, on imagine aisément l'étudiant qui reçoit un feedback positif de la part de son enseignant. Il va se sentir valorisé, motivé. Mais on observe également une fonction cognitive et métacognitive. Alors, ça peut revêtir différents aspects, comme l'évaluation de l'état courant, l'évaluation de l'écart par rapport au but à atteindre, ou encore l'aide à la réalisation d'une tâche. Vous voyez que finalement, le feedback a des fonctions utiles en pédagogie, et à ce stade, on a démystifié ce qu'est le feedback, mais une autre question fondamentale reste comment l'analyser. Donc là-dessus, Excuse-moi. oui, pas de Excuse-moi. souci. Tu peux passer à la suivante. Merci. Donc là-dessus, finalement, comment analyser le feedback? Eh bien, on va reprendre le modèle de Christelle Bosc-Minet, qui nous renseigne sur les caractéristiques et les fonctions des feedbacks dans les apprentissages. Alors, on peut distinguer l'intentionnalité, la connotation, le niveau de focalisation. Ça, nous allons le détailler après en avant. Mais si l'on s'intéresse, par exemple, à la source du feedback, eh bien, celle-ci peut être multiple. Hein. Le feedback peut provenir d'un dispositif, c'est-à-dire que si vous paramétrez un test, par exemple, dans Moodle, vous allez donner un feedback automatique. Le feedback peut également être donné par autrui, l'enseignant qui fournit un feedback sur un devoir, par exemple. Ou il peut également être produit par soi-même en cas d'auto-évaluation. Alors là, c'est intéressant de noter que l'auto-feedback, il est très performant, surtout s'il est appuyé par une confirmation extérieure. C'est-à-dire que si vous faites des auto-feedbacks, si l'apprenant, vous mettez en place des auto-feedbacks pour les apprenants, si vous venez derrière confirmer ça, si l'enseignant confirme ça, eh bien là, ça gagne une puissance en termes de rétention et d'engagement dans les parcours. Alors, une autre caractéristique qu'a décrite Christelle Bosc-Minet, c'est le moment de la réception du feedback. Donc, évidemment, il peut être immédiat ou différé. Donc là, pour tout ce qui est connaissance déclarative, la résolution de problèmes informatiques, par exemple. Eh bien, le feedback immédiat, il aide à corriger les erreurs initiales dans la compréhension et il empêche l'encodage d'informations inexactes. Donc là, retenez que pour tout ce qui est vraiment connaissance déclarative, utiliser des feedbacks immédiats, c'est bien mieux que d'utiliser des feedbacks différés. Concernant le nombre et la cohérence, eh bien là, le feedback, il peut être unique, c'est-à-dire vous allez donner un feedback à la fin d'une activité, ou alors multiple, c'est-à-dire qu'à différents moments de votre parcours de formation, vous allez pouvoir réitérer des feedbacks. Attention au risque de surcharge cognitive. Il y a Michael, je crois, dans les participants, il s'intéresse beaucoup aux thématiques des sciences cognitives. Il existe un risque de surcharge cognitive si vous donnez trop de feedback. Alors, c'est important pour les novices, mais il va falloir les réduire progressivement. Évidemment, chacune de ces fonctionnalités va affecter l'efficacité du feedback. Alors, concernant l'intentionnalité du feedback, donc là, on prend un petit point une caractéristique du modèle de Christelle Bosc-Minet. Sur l'intentionnalité, finalement, c'est Mason, en 2001, qui distingue deux catégories, c'est-à-dire le feedback non intentionnel et le feedback intentionnel. Dans ce dernier cas, finalement, il s'agit d'un feedback de vérification, alors qui peut porter sur différentes choses. Il peut porter sur la connaissance du résultat, le knowledge of result, la connaissance de la réponse correcte, knowledge of correct response, ou encore la réponse jusqu'à ce qu'elle soit correcte, answer until correct. Ces feedbacks de vérification, ils améliorent la performance, mais finalement, en termes pédagogiques, presque dans un sens behavioriste, c'est-à-dire essentiellement conditionné par des mécanismes de réponse réflexe à un stimuli donné. Pour la connotation, deux cas sont possibles. La connotation positive, elle va générer des comportements ou des performances qui contribuent à l'atteinte des objectifs. À l'inverse, une connotation négative va engendrer une remise en question de manière de faire.
Alors là, il faut retenir que finalement, les critiques sont acceptées si elles sont constructives. Et concernant les attentes et les croyances des apprenants par rapport à la tâche, il y a deux possibilités. Soit vous faites un traitement en profondeur, si l'attente de l'apprenant est positive et qu'il ressent un feedback négatif. A contrario, il y a un traitement superficiel si le feedback confirme l'attente. Je pense que c'est vraiment une idée intéressante à retenir pour la construction de vos parcours d'apprentissage, et vous allez pouvoir comme ça améliorer les choses. Dernier point qui concerne en fait le niveau de focalisation. Donc là, c'est 3 questions finalement qui doivent être posées. C'est où aller, quel est le chemin accompli et comment avancer après. C'est ce que Ati Kipperley nomme feed-up, feed-forward et feedback. Ce niveau de focalisation s'effectue sur 4 dimensions. La tâche, comment elle a été exécutée, est-ce bien ou mal? Le traitement de la tâche ou le processus, quelles stratégies sont nécessaires pour accomplir la tâche? L'autorégulation, c'est-à-dire quelles sont les connaissances nécessaires pour l'étudiant qui comprenne ce qu'il a fait. Et enfin, le dernier niveau concerne la personne. En fait, il s'agit d'une évaluation personnelle par rapport à l'apprentissage. Voilà, avec ces éléments, j'espère que vous avez maintenant les idées plus claires pour analyser vos feedbacks. Et on va faire maintenant un point sur feedback et mémorisation. Donc là, j'ai repris l'étude de Butler, Karpik et Rodiger en 2007, qui apporte une illustration intéressante. Ils ont évalué en fait les effets du feedback avec un test de rappel le lendemain. Donc, si vous ne donnez pas de feedback, vous avez 30% de rétention de la part des apprenants le lendemain. Si vous donnez un feedback simple, du genre vrai ou faux, vous montez à 50%. Si par contre vous donnez un feedback détaillé, là, vous montez à près de 70%. Oui, c'est vrai parce que, non, c'est faux parce que. Et puis, il y a une autre étude, alors on ne l'a pas mise ici, qui montre que si vous donnez un feedback détaillé ou vous reprenez une capture d'écran, par exemple du PowerPoint que vous avez utilisé dans votre cours, eh bien là, vous montez à près de 90% de rétention. Donc, soit vous montrez un schéma, une slide de cours et vous augmentez énormément votre taux de rétention. Alors, pour insister sur l'importance du feedback dans la mémorisation des apprenants, je vous propose de voir la courbe de l'oubli d'Ebbinghaus. Alors, vous la connaissez certainement tous. Cette courbe, elle montre le taux de rétention d'une formation en fonction du temps. Donc, on s'aperçoit là finalement qu'à 5 jours, on ne retient que près de 20% des informations et c'est inférieur à 10% 30 jours après. Alors, mais si on introduit des rappels qui peuvent prendre la forme de feedback, alors la situation finalement, elle est toute différente. Il y a des rappels à 5 jours, 10 jours et 15 jours qui sont préconisés. On peut voir que finalement, ces rappels successifs vont permettre d'atteindre près de 50% de rétention. Alors, vous allez me dire, c'est très bien de faire des rappels, à 5 jours, 10 jours, 15 jours, mais comment est-ce que je vais faire en pratique? Eh bien, là, je vous livre une petite astuce pour lutter contre la courbe de l'oubli et que vous pouvez peut-être appliquer dans vos enseignements. Donc, en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'en début de séance, moi, je vous propose de poser 3 questions sur la séance précédente. En fin de séance, vous allez poser 3 questions sur les points les plus importants que vous venez d'expliquer. Vous allez encourager ensuite vos apprenants à se rappeler des réponses et ils doivent vraiment essayer de reconstruire leurs souvenirs. Et puis ensuite, après avoir reçu les réponses, vous leur donnez un feedback. Donc voilà, ça c'était une petite astuce pour essayer d'améliorer vos enseignements. Alors finalement, si on se pose la question, c'est quoi un feedback efficace? Eh bien, 3 choses. La première, c'est qu'il doit être axé sur le processus, c'est-à-dire qu'il favorise l'autorégulation de l'apprenant. La deuxième, c'est qu'il doit être adapté au contexte. Il prend en compte les caractéristiques des apprenants et du type d'apprentissage. Enfin, il favorise la motivation via le sentiment de contrôlabilité. C'est-à-dire qu'il va fournir des informations pertinentes dans un langage adapté.
Alors, on vous a mis ce schéma, c'est intéressant, c'est le feedback dans Moodle. On peut voir ainsi les différentes activités et ressources de Moodle qui sont classées en fonction de la dimension sociale et de la profondeur cognitive. On voit que des ressources comme la page, le dossier, l'URL sont finalement des ressources passives qui permettent une lecture seule. Des activités comme le sondage ou le feedback permettent de soumettre une réponse et de voir le feedback. Mais on peut également commenter en feedback, avec le chat par exemple, ou le forum dans Moodle. Mais le plus intéressant en termes de dimension cognitive et sociale, et vous le voyez là, c'est finalement l'importance du test, du devoir, de la leçon et de l'atelier dans les activités de Moodle. Donc, je vais maintenant passer la parole à Benoît qui va vous proposer des cas pratiques pour exploiter pleinement le potentiel du feedback de Moodle. Et là, vous voyez qu'on a repris celles qui avaient les dimensions sociales et cognitives les plus importantes. Benoît, c'est à toi. Merci Laurent. Ouais, donc l'idée là, c'est on pourrait effectivement passer beaucoup de temps à vous montrer les différentes activités qui permettent de mettre en place un feedback pertinent dans Moodle. On va volontairement se focaliser sur deux activités. La première, c'est le focus, on va faire un focus sur le devoir avec un fonctionnement un peu particulier qui est, on va utiliser en fait, première chose, la tentative multiple. C'est-à-dire faire en sorte que l'utilisateur fournisse en fait des réponses jusqu'à ce qu'il ait une note qui corresponde à ce qu'attend le formateur. Et on va s'appuyer également sur le guide d'évaluation. D'accord. Donc là, on aura vraiment des liens avec le feed-up, le feedback et le feed-forward sur tous les commentaires qui peuvent être et toutes les interactions qu'il peut y avoir entre le dépôt d'un document ou la mise à disposition d'un texte tapé et les interactions avec le formateur. On verra également, on fera un focus sur le test, alors également l'activité test avec indice. Alors là, qui met en place plutôt le système de processus, un processus itératif où, en fonction de la réponse de l'utilisateur, on va lui fournir des indices qui vont lui permettre en fait de reformuler sa réponse et avoir après, sur à chaque fois en fait un feedback pertinent qui lui permet de garder en mémoire les erreurs qu'il a pu effectuer. Alors, je vais commencer par rentrer dans Moodle en tant qu'apprenant et je vais me mettre en fait rentrer dans ces deux types d'activités. Donc, dans un premier temps, le devoir et dans un deuxième temps, le test avec indice. Et ensuite, je me placerai en tant qu'administrateur ou même formateur. Un simple formateur pourrait le faire dans Moodle et je vous montrerai comment on peut le concevoir. Alors, je vais arrêter le partage. Des fois, il y a des coupures, donc n'hésitez pas à me dire si alors, attendez, hop. N'hésitez pas à me dire si c'est pas forcément. Voilà. Je suis en train de. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter de l'admin. Je pensais avoir regardé une session utilisateur, mais ce n'est pas le cas. Donc, je me connecte en tant qu'utilisateur, apprenant, et je vais directement aller sur un cours, dans mes cours, et le feedback dans Moodle. Donc là, vous avez les deux en fait, activités qui ont été créées. Je suis en tant qu'étudiant, donc je n'ai pas la capacité d'éditer le contenu pédagogique qui est en place. Et je vais commencer par rentrer sur le devoir avec tentative multiple et grille d'évaluation. Alors la première chose en fait qui est intéressante dans ce système-là, c'est que l'utilisateur, l'apprenant, va être, et en fonction bien évidemment du paramétrage qu'on a mis en place, aura la capacité de voir des critères d'évaluation. Donc là, en fait, on a créé une grille d'évaluation. L'objectif en fait du devoir, c'est simplement de rédiger en fait un texte et on propose directement différents critères d'évaluation avec la note proposée et les informations pertinentes de ce que doit faire l'apprenant pour justement avoir la note maximale. Donc là, on est vraiment sur le feed-up, l'attendu, et ça permet ce système-là. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous au courant de comment fonctionne le devoir, mais en gros, le devoir, si on pose une problématique et derrière, l'apprenant peut diffuser de l'information, encore une fois, soit sous forme d'un texte tapé, soit sous forme d'un ajout de travail qui est plutôt un document qu'on va déposer. Moi, j'ai pris le parti de glisser, déposer en fait un fichier, et là, en l'occurrence, je vais glisser, déposer un PDF, j'enregistre, d'accord ? Et du coup, on a en fait l'élément qui est enregistré et je vais me placer sur le côté formateur cette fois-ci pour pouvoir derrière
vous montrer ce qui se passe directement côté du formateur. Et pour ça, je vais ouvrir une nouvelle navigation privée. Alors, je me place également en tant qu'admin. Là, je suis en tant qu'admin, mais je pourrais très bien avoir le rôle de formateur, que ce serait pareil. Je veux juste m'assurer que je prends le rôle de formateur pour avoir les bonnes informations et pouvoir échanger avec le participant. Donc là, j'ai directement les différents travaux qui ont été remis. Il y en a 2. Alors, celui qui nous intéresse, c'est celui qui concerne en fait guitare. Voilà. On voit que c'est sa première tentative. Je fais évaluer. Et là, je vais tomber en fait sur les éléments. Donc, on voit que ce n'est pas évalué. On a directement l'information sur les commentaires du guide d'évaluation, avec la possibilité de commencer à faire un premier feedback qui va être qui va pas être directement lié à la remise, mais plutôt en fait un échange sous forme de commentaires. Là, typiquement, on peut en fait activer via le devoir le système de commentaires, enregistrer le commentaire, et derrière, l'apprenant va pouvoir rebondir sur le commentaire qu'on lui a fourni en répondant directement à ce commentaire. On a ce premier système de commentaires qui peut être activé, désactivé, qui est vraiment un échange plutôt informel et qui n'est pas forcément lié directement, qui est bien évidemment un feedback qui peut être fait, mais c'est un échange qui peut être fait entre le formateur et l'apprenant. Et on a derrière en fait la grille d'évaluation qui permet au formateur de rebondir sur les éléments qui vont lui permettre de définir les éléments qui sont manquants par rapport à ce qu'a poussé l'utilisateur. Donc là, on est typiquement sur un feedback qui est plutôt spécifique à un critère donné, et ça sur toute en fait la partie du guide d'évaluation, avec la possibilité bien évidemment derrière de noter le rendu qui a été donné. Alors je vais faire exprès de fournir une note qui est inférieure à ce qui est attendu en termes de notes minimales, et pour voir un peu comment ça se passe sur la suite. Alors, à noter qu'aussi, on a la possibilité d'avoir un feedback plus générique, qui est donc pas lié à un critère, un feedback global au devoir, qui sera également un élément qui sera fourni à l'utilisateur. Donc là, je clique sur enregistrer et afficher la suite. Alors, je vais passer sur un deuxième utilisateur. Et si je reviens sur l'utilisateur qui était donc Guy, on voit qu'en fait, là, il y a tout de suite le numéro de la tentative qui change et on passe à une seconde tentative, comme il est en situation d'échec, car j'attendais en fait une note de 60 minimum. Et là, il a moins que ça. Il a le retour d'informations sur, sur sa tentative, sur les commentaires qui ont été fournis via la guide d'évaluation. Et il peut comme ça, en fait, reformuler une tentative, c'est-à-dire redéposer, rajouter une tentative ou se baser sur la tentative qu'il a mis en place précédemment. Il y a juste quelque chose qui m'étonne, c'est que normalement je devrais avoir en fait le commentaire qui est ici, mais enfin ça c'est autre chose. On devrait normalement avoir la possibilité d'avoir le commentaire qui s'affiche ici, mais je pense que c'est parce que c'est sur c'est sur la tentative correspondante ici. J'ai le guide d'évaluation avec les commentaires qui ont été fournis sur la tentative qu'a effectuée en fait Guy sur sa première tentative. Les feedbacks correspondant en fait aux critères qui ont été mis en place sur le guide. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va avoir un système d'aller-retour comme ça qui va se faire directement en s'appuyant sur ce guide d'évaluation qui sera fourni en fait à chaque tentative. Donc là, en fait, on revient sur une tentative qui est ouverte parce qu'on est sur la deuxième tentative. L'utilisateur est en situation où il n'a pas eu la note nécessaire pour valider en fait le devoir, et on va pouvoir comme ça échanger directement. Et vous voyez que d'ailleurs les commentaires sont liés à la tentative et pas forcément au devoir qui est rendu. Donc on a ce système, en fait, c'est le premier système, c'est le devoir sur lequel on s'appuie sur le guide d'évaluation. Alors il y a une autre méthode d'évaluation qui peut être utilisée, c'est la grille d'évaluation. Donc là, on n'aura pas le temps de le faire, mais sachez qu'il y a cette possibilité-là aussi. Et bien évidemment, sur la grille d'évaluation, on a un système de colonnes qui permet de déterminer les niveaux. On peut bien évidemment, le formateur peut bien évidemment en fait rebondir dessus et fournir du feedback pour chaque élément et critères qui sont évalués selon un niveau donné. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Alors, je vais revenir sur le cours et je vais cette fois-ci aller sur le test avec indice. Hop. Alors, je sais que Laurent est fan de cuisine et c'était la finale de Top Chef hier soir. Donc, pour ceux qui connaissent, en gros,
j'ai du coup en fait repris une problématique qui est plutôt les ingrédients d'une mayonnaise faite maison. Donc c'est très très simple, hein. Il y a deux questions. Je vais rentrer dans effectuer le test. Et là, ce qui a été mis en place, et c'est le processus itératif qui a de l'importance, qui prend de l'importance, c'est cette possibilité, à chaque fois qu'un utilisateur se trompe, d'avoir un indice sur quelque chose qui pourrait en fait l'aiguiller vers la bonne réponse. Donc là, j'ai une première question qui est quel ingrédient doit être utilisé sur la mayonnaise maison. Alors j'ai bien évidemment des éléments qui pourraient être utiles, hein. Si je prends par exemple le vin blanc que je vérifie, là on pourrait y penser, mais c'est pas dans la mayonnaise maison. J'ai ce retour d'information et j'ai surtout cet indice qui va orienter l'utilisateur sur quelque chose qui pourrait être utile pour la mayonnaise dans la mesure où il y a la nécessité de mettre en place une émulsion et donc un ingrédient qui contient des protéines. Donc ça, c'est voilà, la possibilité comme ça pour l'utilisateur d'avoir des indices. Et alors, bien évidemment, à chaque fois que l'utilisateur a un indice, on peut très bien en fait lui retirer une quote-part de la note qu'il pourrait obtenir s'il avait juste dès le début. Là, en l'occurrence, je retire en fait 10% de la note à chaque fois en fait qu'il obtient un indice, qu'il se trompe et qu'il essaye encore. Donc là, voilà, la bonne réponse c'était bien évidemment le jaune d'œuf. Je vérifie et j'ai après un commentaire qui peut être spécifique à la réponse qui a été formulée. À la bonne réponse qui a été formulée. Encore une fois, j'aurais pu avoir, et on va le voir quand je vais construire le contenu de test, j'aurais pu avoir un feedback au niveau de la réponse elle-même, un feedback spécifique à la réponse, ou un feedback général propre à la question. Donc là, c'est le cas. Là, j'ai un feedback général qui est propre à la question, à la réponse formulée, mais j'aurais très bien pu avoir un complément d'information sur le jaune d'œuf avec une information propre, encore une fois, à cette réponse. Donc, vous voyez que là, la note obtenue, c'est 90% de la note. La note était sur un point. J'ai décoté en fait 10% de ce qu'aurait pu obtenir l'utilisateur. Là, il y a l'importance qu'il faut avoir, enfin l'importance du processus dans le cas du test, c'est ce système-là, toujours avoir la possibilité de manière itérative de fournir de l'information et un feedback qui va lui permettre de l'aiguiller vers la bonne réponse. Alors, je n'ai pas rebondi assez bien sur ce qu'a dit Laurent, mais sachez que le feedback qui est fourni, en fait, quel que soit d'ailleurs le feedback qui est fourni, alors ce feedback peut correspondre à un élément enrichi. C'est-à-dire qu'en gros, là, j'ai un texte brut, mais j'aurais très bien pu en fait mettre à disposition effectivement un contenu média, vidéo, une image, quelque chose qui aurait pu illustrer le texte que j'ai mis en tant que bonne réponse. On a vraiment cette possibilité-là avec Moodle à chacun des niveaux des feedbacks qui sont proposés dans le test, et c'est d'ailleurs pareil sur la partie devoir, la possibilité d'intégrer des médias supplémentaires qui vont étayer le feedback qui est proposé et alimenter en éléments visuels et médias qui vont améliorer la rétention d'informations. Voilà, ça c'est donc la partie test. Alors je vais rentrer maintenant, alors je vais repartager mon écran pour éviter qu'il y ait des commentaires sur l'impossibilité de voir l'écran. Mais genre, si je fais déconnexion, là, bon, je pense que vous revoyez de suite, là. Connexion, reconnecter en tant qu'admin. N'hésitez pas à me dire, hein, à informer Audrey si c'est... Mais normalement, peut-être que si je reste sur le même écran, a Je pense priori, que c'est bon, Benoît. c'est bon. OK. Alors, dans la construction du devoir, bon, il faut bien évidemment avoir les droits d'édition du cours, donc enseignant-éditeur hein, dans le cours. On active le mode édition, je n'en ai pas parlé, mais la version de Moodle que je vous présente, c'est une version 4.1. Donc le bouton édition peut être à différents endroits en fonction de la version de Moodle que vous utilisez et du thème que vous utilisez dans Moodle. Et donc là, j'ai la possibilité bien évidemment d'ajouter des ressources hein, et des activités. Et l'activité que je vais ajouter, c'est l'activité devoir. Alors, on va lui donner un nom, hein, test, feedback. Et alors, il faut customiser le devoir pour qu'il réponde à certaines problématiques. Et en gros, la première chose qu'il faut faire, ça va être de faire en sorte que l'utilisateur ait la possibilité de remettre en fait un devoir, de reproposer des tentatives tant que la note correspond pas à la note obtenue. Alors pour ça, il faut bien évidemment déterminer une note pour passer. Donc là, les points que j'ai en fait pour ce devoir, c'est 100 par défaut. On pourrait bien évidemment avoir moins, hein, comme on le souhaite. Et je vais tout de suite en fait dire que l'utilisateur doit avoir la moyenne pour passer
pour passer en fait, pour avoir la validation en fait du critère d'achèvement qui correspond à la validation du devoir. Sur la réglage, sur les types de feedback, je vais laisser type de feedback par commentaire. Et je peux évidemment aussi proposer le commentaire en ligne. C'est ce qu'on a vu en fait tout à l'heure qui permettait directement d'échanger entre le formateur et l'apprenant. Réglage de la remise des travaux, c'est à ce niveau-là que je vais faire en sorte que l'utilisateur soit relancé automatiquement, relance une tentative automatiquement jusqu'à ce qu'il soit en situation de réussite, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ait en fait une note supérieure, en l'occurrence à 50 sur 100. On peut bien évidemment déterminer le nombre de tentatives disponibles et ensuite, normalement, on a tout ce qu'il faut pour valider. Alors, je vais juste rajouter des critères d'achèvement qui correspondent à ce que j'ai mis en place, c'est-à-dire que l'étudiant ne doit pas achever cette activité manuellement. Il doit remettre quelque chose, bien évidemment, pour valider le contenu, le devoir qui a été mis en place. Et on va rajouter, l'étudiant doit recevoir une note et une note qui correspond à une note de réussite. Voilà, ça permet en fait d'avoir une information sur les actions qu'il a effectuées pour achever le contenu pédagogique. Voilà, donc il y a juste cet élément à mettre. Alors, il y a un dernier élément à mettre, c'est sur la partie qui concerne la partie qui concerne la notation. Alors, attendez, hop, la notation qui est ici. Par défaut, si vous utilisez un Moodle standard, la méthode d'évaluation, par défaut, celle qui est simple et directe, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur, le formateur, qui va directement noter avec, bien évidemment, les critères de rétroaction que vous avez définis juste en dessus, les feedbacks, mais vous allez seulement fournir une note. Là, ce qu'on va utiliser, et vous voyez qu'il y a deux possibilités, le guide d'évaluation ou la grille d'évaluation. Donc, dans le cadre du guide d'évaluation, j'enregistre et je vais pouvoir derrière enregistrer, afficher, rentrer dans le cours lui-même. Et comme je n'ai pas de guide d'évaluation déjà formaté par rapport à ce devoir, j'ai la possibilité d'en définir un. On peut très bien créer des formulaires d'évaluation de modèles et partir de ce modèle-là pour l'utiliser. On peut bien évidemment dupliquer en fait un devoir pour le réutiliser et réutiliser le guide ou la grille d'évaluation qui aura été proposée. Tant qu'il n'y a pas eu de remise de devoir par un utilisateur, vous avez toujours la possibilité de changer d'évaluation avancée. C'est-à-dire que là, si je pars sur un guide et que demain, si aucun apprenant n'a répondu à ce devoir, je décide de passer sur la grille d'évaluation, je pourrais également le changer sans aucun souci. Sur la définition du formulaire d'évaluation, on est sur quelque chose d'assez simple. On a bien évidemment le nom de la grille, le nom du guide d'évaluation, un commentaire, une information et un descriptif sur peut-être les attendus et le fonctionnement du guide d'évaluation. Encore une fois, c'est un texte qui est enrichi, donc on peut très bien rajouter des éléments médias qui étayent la description. Et derrière, on va avoir la possibilité d'ajouter des critères qui vont être mis à disposition soit du participant, soit à disposition des évaluateurs dans le cadre de leur correction. Donc, on a à chaque fois en fait des critères qui vont être mis en place. On peut assez facilement rentrer sur ces différents critères, mettre en place des informations et derrière, bien évidemment, on peut donner une note pour aiguiller en fait les points qui sont intéressants pour l'apprenant, pour qu'il se focalise sur les éléments qui rapportent le plus de points sur ce devoir. Voilà, donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'édition, mais vous voyez en fait que c'est assez simple, c'est assez ergonomique. Et on a le même système sur l'évaluation avancée qui concerne en fait la grille d'évaluation, où là, en fait, on va être plutôt sur un système donc le critère, et avec des niveaux qui sont proposés. Encore une fois, alors on a une finesse par contre sur ce qu'on peut mettre à disposition au niveau des apprenants qui est un peu plus poussée, mais on aura toujours la possibilité pour un formateur de déposer par critère une information et un feedback qui rebondira sur les points qu'il n'a pas eu ou commenter les points qu'il a eu par rapport au maximum qu'on peut avoir. Voilà, donc là, c'est les deux méthodes qu'on peut utiliser et qui permettent du coup de répondre à la partie feed-up pour le guide qu'on met à disposition avant et tous les descriptifs et informations qu'on fournit avant la mise à disposition du devoir. Et ensuite, toute la partie feedback sur les éléments qu'on a vus, les différents échanges qui peuvent exister entre les remises de devoirs et les éléments qui sont poussés par critères d'évaluation, et bien évidemment le feed-forward sur les commentaires qui peuvent être effectués de manière globale dès que l'utilisateur en fait a répondu et a eu une note qui correspond à la note pour passer. Voilà, donc assez simple là-dessus.
je vais passer directement sur la partie test avec indice. Alors là, c'est pareil, c'est une activité, l'activité test, c'est une activité qui est très, très puissante. Cette activité va d'ailleurs, pour la petite histoire, elle est en phase de refonte à partir de la version 4.2 de Moodle. Donc, sachez que là, ce que je vous montre peut différer si vous installez en fait la future version. Alors, ce ne sera pas la 4.2. Il y a des prémices en fait de mise à disposition, de mise en place différenciantes en termes d'ergonomie à partir de la version 4.2, mais ça le sera encore sur les prochaines versions. Il y a la volonté en fait d'améliorer considérablement cette partie-là. Donc là, c'est le test, donc dans le sens quiz, hein, test sur le feedback. Et là, le principe, ça va être alors directement dans le comportement des questions. On a différents types de feedback qui peuvent être proposés a posteriori, immédiat, etc. Celui qui nous intéresse ici, c'est celui qui correspond à interactif avec essais multiples. En gros, l'utilisateur va, à chaque fois qu'on pousse une question, on va avoir la possibilité dans cette question de fournir des indices et il y aura autant du coup, de possibilités pour l'utilisateur de répondre en tout cas de rebondir sur la réponse qu'il a formulée par rapport aux indices qu'on lui a fournis. Donc là, c'est ce que je vais mettre en place. Et je crois que, oui, je vais juste rajouter sur les options de relecture, indiquer que pendant la tentative, il y a des choses qui se passent. Donc, vous voyez, ça, c'est tous les feedbacks qu'on peut avoir à différents niveaux de progression de l'utilisateur dans le test. Donc, il y a pendant la tentative, immédiatement après la tentative, plus tard, après que le test soit encore ouvert, et puis bien évidemment après sa fermeture. Et là, on a coché toutes les informations qui permettent de remonter les données. Alors, on ne peut pas avoir le feedback global parce que le feedback global, bien évidemment, est fourni à la validation en fait, globale du test, donc elle ne peut pas se faire pendant la tentative. Vous avez des petites bulles d'aide qui vous informent de la finalité du feedback sur chaque élément avec le point d'interrogation. Enregistrer et afficher. Et là, je vais rentrer dans l'édition des questions. Donc, je vais pouvoir cliquer sur ajouter une question. Alors, c'est dans ce sens-là où il y a un travail qui va être fait. Le bouton ajouter est un peu perdu des fois dans Moodle, mais on a la possibilité soit de s'appuyer, bien évidemment, sur une banque de questions, soit rajouter directement une question. Je vais prendre le question à choix multiple. Alors là, je manque peut-être un peu de compétences, de connaissances, mais j'imagine que l'on peut en fait rebondir sur plein de types de questions pour effectuer en fait ce système de processus en place. Moi, je l'ai choisi de le mettre en place juste pour une question qui va être un QCS, c'est-à-dire que j'ai un seul choix possible. Donc là, j'ai le test de ma question, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qui est important, en fait, c'est bien évidemment les éléments de réponse, fournir la bonne réponse, hein, donc le mettre à 100%. On n'a pas besoin, du coup, de mettre une note négative dans le cas d'un QCS, hein, on aura 0 quoi qu'il arrive, et de toute façon, il y aura une décote qui sera effectuée à chaque fois que l'utilisateur va se tromper et utiliser un indice. Donc là, j'ai la bonne réponse, d'accord. Et derrière, j'ai la possibilité, et c'est ça surtout qui est intéressant dans le cas de ce système-là, c'est mauvaise réponse. C'est tout en bas la possibilité d'avoir du coup des tentatives multiples et de rajouter des indices supplémentaires qui vont être fournis à l'utilisateur à chaque fois qu'il se trompe. Vous allez avoir, l'utilisateur va avoir autant de tentatives qu'il aura d'indices disponibles. Donc tant qu'en fait il ne consomme pas tous les indices, il pourra en fait revenir et il aura par contre à chaque fois bien évidemment une décote du montant que vous avez en fait décidé de lui retirer en termes de pénalité. On peut très bien avoir des pénalités à 0, hein, faire en sorte que ce soit plutôt du formatif et exploiter les feedbacks de cette manière-là. Encore une fois, on a cette possibilité d'indiquer en fait des indices qui vont être des indices enrichis. Donc, on pourrait très bien en fait fournir une vidéo, des indices visuels et jouer sur les médias et pas forcément que du texte. On a sinon des options qui sont disponibles, effacer les réponses incorrectes. Alors, ça ne fonctionne pas dans le cas des réponses simples. Ça fonctionne par contre dans le cas des réponses multiples. Bien évidemment, on ne peut pas supprimer les mauvaises réponses, sinon, parce que là, on va d'un seul coup avoir en fait l'information qu'elles sont justes. Voilà, donc ça, c'est le système de tentative avec essais multiples. Et alors, il y a bien évidemment d'autres manières d'appréhender les feedbacks par d'autres méthodes au niveau du test. Il y a notamment la possibilité de mettre en place un test avec indication de certitude et dans le devoir d'autres éléments qui peuvent rebondir. Et vous avez d'autres activités qui vous permettent de mettre en place du feedback à différents niveaux dans Moodle.
Voilà, j'en ai fini avec la présentation. Je vais revenir. J'espère que ça ne va pas changer. Si ce que ça coupe, n'hésitez pas à me le dire. Je pense qu'on a terminé du coup sur la présentation. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions si vous en avez, s'il y en a déjà peut-être. Si on n'a pas, n'hésitez pas à poser vos questions directement via le chat et on est disponible pour y répondre. Alors, je vais prendre les questions de Jean-Yves. Ces modèles théoriques ne rencontrent-ils l'obstacle du temps disponible enseignant? Ne rencontrent-ils pas l'obstacle du temps disponible enseignant? Donc, c'est une question peut-être pour toi, Laurent. Oui, c'est une excellente question. Effectivement, ça demande du temps à l'enseignant. Enfin, si c'est ça la question, rédiger des feedbacks de qualité demande un temps nécessaire, vraiment important. Et finalement, on se rend compte que la majeure partie du temps de conception se fait sur le papier. Voilà, l'intégration après dans Moodle, c'est une toute petite proportion, une toute petite partie du temps, mais ce qui demande effectivement le plus de temps, c'est de rédiger des feedbacks de qualité. De la même manière, hein, on l'a évoqué là, vous avez vu l'importance de l'activité atelier de Moodle, donc l'évaluation par les pairs. C'est quelque chose que j'apprécie énormément également, mais c'est très, très chronophage, hein. Il faut bien avoir conscience que pour l'enseignant, bah, il y a un changement de posture, il y a effectivement des choses à revoir. Mais voilà, si on prend le parti de se dire finalement, je passe moins de temps à faire des cours sur PowerPoint et plus de temps à faire des feedbacks de qualité, à ce moment-là, on peut peut-être y arriver. Merci, Laurent. Dans un questionnaire Moodle, les apprenants prennent-ils vraiment le temps de lire les feedbacks? Ne sont-ils pas intéressés par le score uniquement? Alors, évidemment, hein, c'est sûr que le test, enfin, je vais répondre de loin si tu veux. Oui, je t'en prie. Oui, oui, alors évidemment, le côté compétition, challenge joue énormément dans un test. J'ai envie de dire que ça dépend aussi du type de public que vous avez, hein. Si vous êtes avec une population plutôt jeune, nous par exemple à la PHP, on a de la formation initiale, donc essentiellement du post-bac, et c'est vrai que l'aspect gamification, compétition, avoir la meilleure note, ça les intéresse beaucoup. Alors ce qu'on peut faire là-dessus, c'est, comme l'avait évoqué Benoît, c'est utiliser des feedbacks en vidéo, choses qui sont finalement très peu faites. Mais c'est très intéressant de fournir aussi des feedbacks en vidéo. Et en général, les jeunes d'aujourd'hui sont plutôt friands des formats multimédia. Voilà. Si vous avez un public plutôt en andragogie, à ce moment-là, les feedbacks de texte peuvent s'y prêter, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Je pense. Peut-être un retour de Jean-Yves qui demandait également comment faire pour que les indices fournis apparaissent clairement comme indices et soient ainsi différenciés des autres feedbacks. Dans d'autres LMS, les feedbacks apparaissent au clic sur un petit bouton. Voilà, c'est peut-être plus moi qui vais répondre. En gros, bah, justement, ça fait partie des éléments qui ont été remontés en termes d'ergonomie. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur une question qui a été poussée par Jean-Pierre. Non, c'est Jean-Yves d'ailleurs, sur la partie des changements importants sur la version 4.2 et les futures versions. Il y a cette volonté en fait d'améliorer considérablement l'ergonomie en fait et la compréhension de la situation de l'apprenant par rapport à ses feedbacks, par rapport à notes, par rapport à les actions qu'il a la nécessité de faire pour avancer dans le parcours. Et ces éléments-là en fait en font partie. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez vu, mais bon, effectivement, il y a une petite mise en surbrillance des feedbacks, mais qui sont, enfin des indices qui sont potentiellement de la même couleur que les feedbacks qui sont fournis à la fin quand l'utilisateur a eu la bonne réponse. Il y a cette volonté en fait de rajouter une iconographie, une couleur qui va en fait alimenter l'information de la situation de l'apprenant par rapport à la réponse qu'il a formulée. Mais oui, c'est dans les tuyaux de Moodle d'améliorer cette partie ergonomique. Merci Benoît. Et ça rejoint la question de Karine. Il me semble, est-ce que le format indice dans le test est une fonctionnalité de Moodle 4 ou peut-on le retrouver dans les versions Non, antérieures? ça existe depuis très longtemps. Là. Je pense que même avant la version 3.5, vous avez le système d'indice. Le format, l'activité test, en fait, est une activité qui n'a pas beaucoup changé, qui est une des premières activités de Moodle. D'ailleurs, ce qui change, encore une fois, hein, sur les prochaines versions, c'est plus l'ergonomie. Donc, les fonctionnalités existantes sont celles que vous avez déjà sur des versions précédentes. Il n'y a pas besoin d'être dans la version 4 pour avoir ce type
d'informations et de retours. Merci. Alors, Yasmine commentait, elle n'a pas saisi la différence entre guide et grille. Alors, le guide d'évaluation n'apporte pas en fait la notion de niveau. Après... Alors, juste en attendant que Benoît cherche, on a pris le parti de vous présenter, comme l'a dit Benoît, le test avec Indice, c'était aussi une façon de vous faire peut-être découvrir des tests que vous utilisez moins dans Moodle. Sachez, Benoît l'a évoqué, il y a aussi indication avec certitude, donc c'est sur la base du modèle de l'UCL, l'Université catholique de Louvain, les Belges. C'est pas exactement le même modèle algorithmique que Dieudonné dans la pondération des notes, mais c'est quelque chose de très puissant qui est sous-utilisé aussi. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le test avec indication de certitude, mais si vous souhaitez le mettre en place, au niveau du feedback, ça peut être très intéressant. Merci Laurent. Et d'ailleurs, on a deux perceptions. N'est-ce pas chronophage à la mise en place, donc de mettre en place des feedbacks, mais quelqu'un d'autre nous dit, j'ai l'impression que les feedbacks sont très rapides à réaliser si on a dès le départ préparé correctement ces grilles et critères d'évaluation. Donc deux perceptions, deux questions sur le temps. Oui, c'est sûr que si on a bien préparé en amont sa grille d'évaluation ou son guide d'évaluation, finalement, ça va prendre plus de temps. Après, le formateur, par exemple, on évoquait l'activité atelier, l'évaluation par les pairs dans Moodle. Là, à chaque fois que vous allez réitérer le dispositif, l'enseignant doit, c'est très très chronophage pour l'enseignant parce qu'il doit lire tous les travaux et il doit lire toutes les corrections des travaux. Donc ça, ce sont des temps qui sont malheureusement incompressibles. C'est sûr que ça prend du temps, mais alors en termes d'engagement dans les formations, en termes de motivation et en termes sociaux, cognitifs et motivationnels, ça a des plus-values énormes. Enfin, en tous les cas, moi, j'en suis convaincu. Merci. Alors, juste me permets, en fait, j'étais en fait dans le test, hein, c'est pour ça que je cherchais les guides d'évaluation dans le test, autant vous dire que je n'étais pas vraiment au bon endroit. Dans le devoir, le guide d'évaluation, en fait, permet de gérer des critères avec une note, alors que dans la grille d'évaluation, donc c'est sensiblement le même principe, sauf qu'on a un système en fait de colonnes qui va vous permettre en fait de mettre à disposition un niveau. C'est-à-dire qu'on pourrait d'ailleurs, enfin on aura toujours de la note derrière, mais on a un système en fait de colonnes. On peut ajouter autant de niveaux qu'on le souhaite, et on peut faire en sorte d'ailleurs de cacher les points et plutôt avoir des commentaires sur une appréciation de niveau plutôt que le point obtenu. Alors que dans le guide d'évaluation, on est vraiment, voilà l'attendu par rapport à ce critère-là et la note qu'on peut obtenir. J'espère avoir été plus précis là-dessus. Et alors, je rebondis juste sur le feedback avec vidéo. Avez-vous une recommandation sur la durée de la vidéo? De manière générale, il vaut mieux en fait que la vidéo soit très courte. Alors, je vous ai montré en fait, il y a un outil qui existe qui vous permet en fait de vous enregistrer en vidéo. On peut bien évidemment vous enregistrer sur un autre outil et après l'intégrer comme élément de réponse dans les différents champs qui permettent en fait d'avoir un texte enrichi. Mais sinon, vous avez cet outil-là en fait qui permet de commencer en fait l'enregistrement. Et là, vous êtes limité à 2 minutes. Et il me semble qu'on peut fournir un maximum d'informations en utilisant que 2 minutes de vidéo. Donc le critère, ce serait en fait inférieur, je pense, à 5 minutes. Et 2 minutes me semble un bon entre-deux, quoi. Merci. On a d'autres questions et on arrive sur les 11 heures. On va prendre celle de Patrice. Quels seraient les moyens dans Moodle pour évaluer l'efficacité et la pertinence de nos feedbacks? Comment les chercheurs en pédagogie ont-ils évalué les feedbacks? Alors, je vais peut-être répondre à cette question. Il y a plusieurs métriques en fait, pour mesurer les feedbacks. Le premier, c'est peut-être l'engagement dans les parcours de formation. Vous savez que vous pouvez suivre avec Moodle qui intègre des modèles prédictifs de décrochage des étudiants. Vous pouvez voir l'engagement de vos apprenants dans les parcours. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est un premier métrique. L'autre métrique, ça pourrait être le taux de rétention. Alors, vous pouvez très bien faire des évaluations post-formation. Nous, ce qu'on fait fréquemment, c'est on fait des pré-tests, des post-tests et on voit un peu la dynamique, la cinétique. Quelquefois, en faisant le même test pour voir l'évolution de l'étudiant.
Un autre métrique, c'est le taux de complétion hein, que vous pouvez voir. Et puis après, tout ce qui est questionnaire de satisfaction ou performance des apprenants dans des situations. Finalement, c'est par là que vous allez pouvoir mesurer ces différents éléments. Alors, juste pour rebondir sur ce qui a été dit, il y a la volonté côté innovation justement, par rapport au retour d'informations qu'on peut avoir sur les feedbacks via Laurent, de mettre en place quelque chose qui permettrait de remonter une sorte de rapport spécifique au feedback qui aurait été formulé et d'avoir en fait une sorte d'analyse, une grille d'analyse qui permettrait de dire là, j'ai en fait des tests dans lesquels j'ai des feedbacks, voilà le type de feedback que j'ai mis en place et voilà en fait le taux enfin la note que j'ai pu obtenir et le niveau de note que j'obtiens avec tel ou tel élément. Donc là, c'est plutôt côté pratique, mettre en place des outils et des rapports qui permettent d'avoir une vue un peu plus concise et globale, enfin globale dans le sens Moodle, hein, quels que soient les tests, mais concise dans l'analyse qu'on peut récupérer sur la pertinence de l'utilisation de tel ou tel feedback par rapport à la rétention d'informations et la note obtenue derrière. Roselyne, peut-on remplacer les notes par des compétences acquis, partiellement acquis, non acquis? Oui, bien évidemment. Hein. Oui. C'est possible. Ok. Merci. Je vais devoir remonter. Avez-vous une expérience des questions avec indication de certitude? C'est une question pour Laurent. Impact, intérêt pédagogique. Oui. Alors, nous, on a fait ça dans le cadre de la formation des infirmiers, puisqu'en fait, on a très peur, nous, quand un professionnel infirmier affirme quelque chose de faux et qu'il est très sûr de sa réponse. Voilà, donc c'est vraiment, on a envie de dépister un peu ces chiens fous, j'ai envie de dire. Et donc, finalement, on fait des tests avec indication de certitude dans ces cas-là. Euh, on l'utilise uniquement, alors déjà en préambule, hein, on l'utilise uniquement en évaluation formative et pas en évaluation sommative. Il y a un impact qui est énorme parce qu'en fait, au niveau métacognitif, l'apprenant va se demander euh, est-ce que finalement enfin, ça renvoie à toute la question de l'ignorance ignorée, l'ignorance partielle, voilà, qui a été décrite par l'Université catholique de Louvain avec notamment Dieudonné. Donc, si ça vous intéresse, on peut vous fournir de la littérature là-dessus. Mais en termes de métacognitif, c'est très, très puissant. Encore une fois, ce qui est intéressant là, c'est aussi de voir la cinétique, hein, c'est-à-dire faire ça, par exemple, à différents moments du parcours et voir l'évolution. J'ai répondu très rapidement, mais c'est un vaste sujet, hein, le test avec indication de certitude. Une question, deux questions. Comment garantir l'objectivité des évaluations en ligne quand les apprenants sont distants? Suivi de, il y a plusieurs informations qui dénoncent l'échec du e-learning en Europe. Et la critique acère des investissements qui ont été faits par le gouvernement. Donc, quelle est ton opinion, Laurent, sur le sujet, sur les perspectives de l'e-learning? Moi, je ne pense pas que le e-learning soit mort en Europe. Je pense que on change les modalités. Là, je crois fortement dans l'hybridation des formations, pas forcément dans le 100% distanciel avec des modèles canadiens qui ont été expérimentés. Je pense que la vérité est dans le juste milieu. Je crois beaucoup en la comodalité. Nous, on y arrive de plus en plus à l'hôpital aujourd'hui. On a des grandes promotions. On n'est plus en mesure d'accueillir tous les étudiants en présentiel. Donc, la comodalité peut être une solution. Et je pense que si on arrive, c'est un défi aussi, mais si on arrive vraiment à arrêter des cours qui sont très transmissifs ou des e-learning qui sont très longs, qu'on arrive à faire des granularités pédagogiques très fines avec des activités diverses qui sont variées et pas tout le temps la même chose, je pense qu'on peut vraiment engager dans les parcours et qu'on peut vraiment faire du e-learning un succès, une clé de succès pour les apprentissages. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Il y avait une autre question, non, André? Il y en a d'autres. Une de Karine, quand on veut faire un renvoi à une partie. Ah, tu veux dire oui, non, rebondir sur la... c'était sur l'objectivité des formations, alors Oui. des évaluations, pardon. Ça, c'est un vaste sujet. Hein. On sait par définition qu'une évaluation n'est jamais complètement objective, quoi. Donc, ça, c'est toujours très, très compliqué.
Merci. Donc, quand on veut faire un renvoi à une partie du cours avec un lien hypertexte, est-ce que c'est possible dans les feedbacks Moodle? Oui. Oui, tout à fait, oui. Oui, oui. Vous pouvez très bien insérer un lien. Merci. Marion se questionne sur la pertinence des indices dans un QCU, QCS, et donc n'est-il pas plus pertinent d'utiliser un feedback global? Alors, eh bien, Marion, il faut utiliser les deux, puisqu'en fait, le feedback immédiat qui va être donné, ça va être le feedback pour l'étudiant. Et si vous l'avez bien compris, le feedback global, ça va être le feed forward. Hein, ça va être la façon pour l'étudiant d'aller plus loin dans sa démarche et savoir comment il apprend finalement. Donc, il va pouvoir transférer ça à d'autres thématiques. Donc, moi, je recommande les deux. Alors, on a beaucoup de commentaires également. Une question de Jean-Yves. Plutôt pour toi, Benoît. Concernant la grille, beaucoup d'enseignants regrettent de ne pas pouvoir exporter les résultats. Donc, existe-t-il un plugin pour pallier le manque? À ma connaissance, non, mais ça ne m'étonnerait pas que ça existe. Je pense que ça doit exister, me semble-t-il. Si ce n'est pas le cas, il faut. Je répondrai à cette question une fois que j'aurai regardé, en fait, si ça. Enfin, j'ai pas la réponse comme ça, mais je peux y répondre dans un second temps. Alors, un commentaire de Lucie pour les liens vers une partie du cours en feedback. Je pense que le plus simple est d'utiliser le filtre Activity Name Auto-linking. Oui, ça peut effectivement vous donner le nom. Si vous avez en fait un système de filtre dans Moodle qui vous permet, en utilisant sur certains endroits le nom de l'activité, et vous allez directement avoir le lien qui va se créer automatiquement vers cette activité, et il va surtout être conservé, quelle que soit en fait la sauvegarde-restauration que vous faites de votre cours, de votre test ou de votre question. Après, vous pouvez en fait aussi utiliser, encore une fois, un lien brut, hein, sur la sauvegarde-restauration de cours et d'activités. Sur les dernières versions de Moodle, Moodle en fait identifie que vous attaquez une activité qui potentiellement a un ID au moment où vous sauvegardez le cours, et il va transformer cet ID pour récupérer l'ID correspondant lors de la réintégration de ce cours dans un autre contexte. Voilà. Donc les deux sont possibles, mais oui, le filtre est un des éléments intéressants. Merci. Donc, sauf erreur de ma part, nous avons répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à nous contacter. Vous voyez notre email à l'écran, celui de Laurent également. Voilà, exactement. Merci à vous. Bon appétit à tous. Merci à tous. Nous vous remercions d'avoir suivi ce webinaire. On espère qu'il a répondu à vos attentes.